à tous, très heureuse de vous retrouver pour le deuxième numéro Santé 10 de cette saison. J'aimerais revenir sur jeudi dernier, vous dire merci d'avoir été au rendez-vous dès la reprise de Santé 10. Merci aux invités qui étaient sur le plateau jeudi dernier, des infirmiers libéraux, puisqu'on avait choisi la thématique de parler des infirmiers libéraux face à cette quatrième vague. Je remercie à nouveau Marie-Claire Bastien qui était présente ici jeudi dernier. Merci à Monsieur Sony Bacan, merci à Madame Mazamba Christine, et puis merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été nombreux à réagir. On a eu énormément de retours. Nous avons répondu au mieux à tous ceux et celles qui nous ont laissé des mots sur les réseaux, et même ceux qui nous ont laissé des mots à l'accueil de Canal 10. Merci à vous, ça nous encourage beaucoup, énormément, dans cette mission que nous avons choisie, c'est-à-dire vous informer au mieux sur votre santé et sur tout ce qu'il peut y avoir autour de votre santé, tout simplement parce que la santé est une priorité. Ce soir, nous allons parler du don du sang dans cette quatrième vague, dans cette situation sanitaire. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut donner son sang? Vous êtes nombreux à vous poser la question. Est-ce que quand on a le virus, on peut quand même donner son sang? Si oui, combien de temps après? Vous vous demandez, est-ce que si on prend le vaccin, est-ce qu'on peut quand même donner son sang? À ce moment-là, dans combien de temps? Vous vous posez énormément de questions. Je vous propose des réponses avec des professionnels. Tout de suite, place aux invités. Le don du sang dans cette situation particulière que la vie nous impose, on va en parler avec nos invités. On va dire bonsoir à Stéphanie de Courtemanche de la Clémendière, qui est responsable de la communication de l'EFS, établissement français du sang. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Merci. Vous avez avec vous Dr Mireille Bordenay, bonsoir. Bonsoir. On a énormément de questions à vous poser par rapport à cette situation sanitaire et la possibilité de continuer à donner son sang pour certains et d'y aller pour la première fois pour d'autres. À côté de vous, une charmante demoiselle ou dame, je ne sais pas. On va dire bonsoir à Erika Hennery. Bonsoir. Qui est donneuse. Oui. Depuis un petit bout de temps. Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Elle nous expliquera tout à l'heure sa motivation, pourquoi elle a pris cette décision depuis de nombreuses années de donner son sang, et elle continue. Et là, elle a donné dans cette période sanitaire. Donc, elle va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et est-ce qu'il y avait des mesures de sécurité, d'hygiène un peu mises en place par rapport aux autres fois où elle a pu aller donner son sang. Mais juste avant, Stéphanie, on va rappeler le rôle de l'EFS. Alors l'EFS, c'est l'organisme unique dans la transfusion sanguine. Donc en fait, l'EFS a plusieurs rôles. Le principal, c'est de récolter, je vais parler de manière très vulgaire, de récolter des poches de sang, du plasma et des plaquettes afin de pouvoir sauver des malades. La drépanocytose, une personne qui a une hémorragie, par exemple, une femme qui accouche, accident de la route, enfin voilà, tout un tas de patients, en fait, de malades qui en ont besoin, puisqu'il faut savoir que le sang est non substituable. Et puis Stéphanie, on pourrait aller un petit peu plus loin pour bien faire comprendre l'importance de ces poches. On pourrait parler de leucémie, on pourrait parler des personnes drépanocytaires. Là, on en a vraiment besoin, c'est primordial. Exact. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on a une forte population de personnes drépanocytaires, on le sait. Mais voilà, il y a effectivement toutes les autres maladies, telles que la leucémie. On a d'ailleurs eu la dernière fois la maman de la petite Garance qui a atteinte de cette maladie. Et c'est vrai que c'est assez régulier, puisqu'on pense tout le temps accident de voiture, hémorragie, mais il y a ces personnes qui ont besoin de produits sanguins régulièrement, très régulièrement, et comme j'ai l'habitude de dire, la demande est faible par rapport à l'offre, en fait. Donc c'est pour ça qu'on appelle régulièrement les donneurs et ceux qui n'ont jamais donné à venir à l'établissement français du sang pour sauver les malades. Stéphanie, en 2021,
on a encore des préjugés par rapport Oui, beaucoup. au don du sang. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a le malaise, la peur de la piqûre, ça va me faire mal, alors que ça ne fait pas plus mal qu'un piercing ou un tatouage. Il y a aussi l'aspect, donc surtout chez les jeunes, si j'ai bu ou si je fume, je peux pas donner, voilà. Alors que faut savoir que la poche est traitée, donc ce sont des choses qui n'empêchent pas de donner le sang. Par rapport à cette histoire d'aiguille, ce sont des infirmières qui font ça tous les jours, elles ont l'habitude. Erika pourra nous le dire, hein, on n'a aucun problème jusqu'à présent, effectivement tout le monde se sent bien. Et c'est pas une prise de sang, c'est un don du sang. On vient pour sauver quelqu'un, donc il faut être en bonne santé, donc il faut avoir bien mangé avant, et normalement il n'y a pas de malaise. On va revenir tout à l'heure, hein, Stéphanie, sur les moyens. Vous avez des personnes qui vous aident, mais vous cherchez toujours des bénévoles. Il n'y a pas seulement le manque de moyens humains, mais il y a aussi le manque d'outils. On va en parler dans un instant. Je vais me retourner vers le docteur pour que nous puissions parler un petit peu de le don du sang, oui, mais il y a cette docteur Bordenay, je cherchais le nom en même temps, docteur Bordenay, il y a une chose de très 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 importante, c'est que aux Antilles, quand on a certaines maladies, il vaut mieux que le sang vienne de chez nous. Tout à fait. Alors c'est pas spécifique aux Antilles, hein, c'est le fait des gens noirs, simplement, qui ont des différences génétiques par rapport aux blancs. Et ces différences génétiques, elles se retrouvent également sur les globules rouges. Donc quand on transfuse un globule rouge à quelqu'un, un drépanocytaire par exemple, puisqu'on a parlé des drépanocytaires, les drépanocytaires, certains peuvent avoir besoin de transfusion tous les mois, et jusqu'à 8 poches tous les mois, hein, voire plus. Et quand on les transfuse régulièrement, le meilleur pour eux, c'est vraiment qu'on puisse leur apporter des globules rouges qui soient le plus apparentés aux leurs. Et ce sont des gens qui sont issus des mêmes racines qu'eux. Donc, c'est les gens qui sont issus de l'Afrique, en fait. Oui, qui sont afro-antillais. Voilà. Et on a le même problème. On a le même problème de toute façon dans l'Hexagone, puisqu'il y a énormément de drépanocytaires aussi qui sont soignés, par exemple, en Île-de-France, hein, ne serait-ce que là, en PACA aussi. Et c'est pareil, ils ont besoin de ces poches-là et elles sont encore plus difficiles à trouver là-bas. On va faire une petite parenthèse rapide quand même sur les donneurs volontaires de moelle osseuse. Oui. Parce qu'on a eu des personnes qui nous ont posé la question, en fait, sur comment ça se passe, l'inscription, après, comment on utilise. Donc, on va profiter quand même pour répondre à la question de Georges personnellement. C'est à Georges qu'on s'adresse parce que c'est lui qui a posé cette question. Alors bonjour Georges. Donc le don de moelle, alors aujourd'hui il y a une grande différence entre le don de moelle et le don de sang. On retrouve les mêmes gens, hein, dans le don de moelle et en don de sang. Après, quand on est donneur de sang, on donne et on est remplaçable généralement. Quand on est donneur de moelle, on ne va pas forcément donner. En revanche, le jour où on est sélectionné pour donner, on n'est plus remplaçable. On est irremplaçable, c'est-à-dire qu'on a toujours très peu de chances de trouver un donneur compatible pour un malade. Autant pour le don du sang, il y a quand même beaucoup de donneurs pour un malade. Pour le don de moelle, c'est vraiment, c'est un peu le loto, hein, on a une chance sur plusieurs millions d'être compatibles. Donc quand on trouve un donneur, c'est le donneur, c'est pas un donneur, c'est le donneur. Alors comment ça se passe pour s'inscrire? Alors il y a plusieurs façons. Le plus simple, c'est quand même d'aller sur le site de l'agence de biomédecine, où il y a tout un topo sur la greffe de moelle, enfin sur le don de moelle, avec la possibilité de s'inscrire directement sur le site et de s'inscrire en fait avec un petit questionnaire très simple. Après, il y a possibilité soit de venir sur notre site pour faire un premier prélèvement pour faire des analyses, pour déterminer une partie des groupes qu'on appelle les groupes HLA. Et il y a aussi moyen, je suis en train de se développer, moyen en fait de recevoir un kit
qu'on va renvoyer un kit salivaire en fait. Et à partir de cette salive qu'on va renvoyer à l'organisme, on va pouvoir déterminer justement les compatibilités. Mais c'est vraiment, je pense que le plus intéressant, c'est d'aller sur le site de l'Agence de biomédecine. Docteur, il existe d'autres produits médicamenteux que nous obtenons à partir des dérivés du sang? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part ce qu'on appelle les produits sanguins labiles. Donc, labile, ça veut dire qu'ils ne se conservent pas longtemps. Donc, à partir d'une poche de sang, on peut obtenir une poche de globules rouges, premier le plus utilisé, celui qui est utilisé en premier dans les hémorragies, entre autres, qui va se conserver 42 jours. On va obtenir une poche de plasma. Alors, le plasma, il peut soit être transfusé en tant que plasma, soit servir justement à fabriquer des médicaments. Et puis on obtient aussi une petite poche de plaquettes et on peut fabriquer des mélanges de plaquettes à partir de 5 donneurs de même groupe. Et alors ce plasma qui peut servir à faire des médicaments, c'est un laboratoire en France qui s'appelle le LFB, Laboratoire français des fractionnements et des biotechnologies, qui va extraire un certain nombre de protéines du plasma. Donc dans les protéines en question, il y a toutes les immunoglobulines, qui sont des immunoglobulines spécifiques dirigées par exemple contre l'hépatite B ou contre le tétanos. Le sérum antitétanique qu'on administre aux gens qui ne sont pas bien vaccinés quand ils se blessent avec du fer rouillé par exemple, ça vient des donneurs, c'est issu du plasma. Les immunoglobulines, elles peuvent être polyvalentes, c'est-à-dire que c'est un mélange d'immunoglobulines qui va servir à renforcer l'immunité. Moi, quand j'étais petite, on faisait beaucoup ça aux enfants quand ils étaient trop malades. On avait droit à des immunoglobulines dans les fesses, c'était très agréable. À partir de ça, il y a aussi les facteurs de coagulation. Les gens ont entendu parler des facteurs de coagulation qui permettent de traiter les hémophilies. Et puis il y a l'albumine, il y a le fibrinogène. Il y a un certain nombre de médicaments qui sont issus du plasma. Le plasma qu'on récolte, on ne récolte pas directement du plasma en Guadeloupe. On ne fait pas de don de plasma, contrairement au site de l'Hexagone, sert uniquement à fabriquer des médicaments. On a donc Erika Enery, c'est bien ça Erika, qui est donc donneuse depuis quelques années. Alors Erika, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé quand vous dites depuis quelques années à peu près, depuis... Alors depuis mon retour en Guadeloupe en 2016. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Alors je suis professionnelle de santé aussi, je suis orthophoniste. D'accord. Et alors j'ai été confrontée à des patients qui ont... donc j'ai travaillé en clinique et certains de mes patients ont pu bénéficier de sang, des accidentés de la route. Et à mon cabinet, je vois des adolescents, dont un qui est drépanocytaire et qui souvent est absent parce qu'il a des soins en hôpital. Et c'est un petit patient qui m'a beaucoup touchée. Et du coup, c'est de là que vient ma motivation. Erika, en ce moment, donc vous qui avez l'habitude de donner, en ce moment, c'est vrai qu'on est dans une situation assez particulière. Ça ne vous a pas démotivé? Vous êtes quand même retourné donner votre sang dans cette période de crise sanitaire. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était comme avant? Racontez-nous un petit peu, parce que ça va rassurer plus d'un. Alors, c'est vrai que c'était pas comme avant. Avant, ça allait un petit peu plus vite, mais il y a un protocole et c'est normal. On est dans une période sanitaire quand même qui est très compliquée. Donc voilà, il faut avoir son masque. Pas de masque en tissu, mais j'ai bien retenu. Il fallait un masque vraiment chirurgical. Et voilà, donc vraiment bien se laver les mains avant. Mais enfin voilà, ça prend un peu plus de temps, mais j'ai pas trouvé qu'il y ait une grande différence. Alors, on va profiter ce soir de la présence d'Erika, en plus professionnelle de santé aussi, pour expliquer à tout un chacun que non, ça ne fait pas... Enfin, je m'avance, non, ça ne fait pas mal. Moi, je le dis, mais je pense que Erika, tout à l'heure, pourra rassurer pas mal de personnes sur pas mal de petites choses. On va revenir dans un petit moment. Justement, Stéphanie, une organisation nouvelle. Donnez-nous des nouvelles du camion. Il est toujours là, le camion? Il ne se déplace pas pendant cette période sanitaire? Qu'est-ce qui change justement dans l'organisation de l'EFS? Alors, pas grand-chose, en vrai.
Parce que le fait, c'est déjà un établissement de santé. Donc nous avions déjà un protocole sanitaire strict qu'on a renforcé. Voilà. C'est vrai qu'on respecte, bien sûr, le port du masque, la distanciation. On a fait des petits changements comme ça par rapport au protocole sanitaire dû à la Covid-19. En soi, c'est tout. C'est-à-dire qu'on continue à protéger le donneur pour que le receveur soit protégé également. Le camion continue de faire son parcours dans toute la Guadeloupe. On a encore ce planning de la collecte mobile qui est présent sur notre Facebook. Et voilà, pareil, dans le camion, on a pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire en sorte de ne pas avoir un cluster ou contaminer notre donneur. Enfin, bref, tout a été mis en place correctement pour ne pas avoir de soucis en fait. Mais l'établissement français du sang est ouvert comme d'habitude et le camion continue à circuler dans les différentes communes de Guadeloupe. Stéphanie, on a parlé tout à l'heure de manque de moyens. De manque de moyens humains, de manque de moyens quand on parle d'outils. On va revenir dessus tout à l'heure. C'est peut-être bien de profiter de la télé pour en parler, même si on n'est pas vraiment dans la thématique, mais c'est toujours donner son sang. Et actuellement, pendant cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu encore plus de problèmes par rapport au manque de moyens? Ce ne serait-ce que les moyens humains. Parce que vous aviez des bénévoles. Est-ce que durant cette crise, vous en avez eu moins, par exemple? La crise n'a pas impacté cela. C'est un problème qu'on avait déjà, hein, mais ce n'est pas tant la crise qui a impacté cela. Mais voilà, la crise est quelque chose de compliqué, donc on l'a peut-être ressenti beaucoup plus, je dirais. C'est-à-dire que quand on parle de manque de moyens, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de bénévoles. Donc c'est vrai qu'on essaye à chaque fois de faire des partenariats. On a beaucoup d'associations qui nous appellent, des associations des motards, des voitures, culturelles, qui nous aident. En fait, les membres viennent et donnent leur sang, donc ça, on peut arriver à 50, 60 poches quand on est bien. Mais c'est vraiment une grosse campagne là qu'on aimerait lancer de bénévolat. Bénévolat, c'est quoi? En fait, ce sont des personnes qui donnent ou pas pour une certaine raison, hein, bien sûr, mais qui veulent quand même faire partie de cette cause. Donc ça veut dire que quand on est sur une collecte, ils sont là avec nous et puis ils incitent les autres personnes qui passent. Donc par exemple, on va être sur le parking d'Ecomax à Capesterre et il y a les gens qui passent et qui voient le camion mais qui ne s'en préoccupent pas parce que du coup ils ne savent pas ce qu'est le don du sang ou ils ne veulent pas par rapport à certaines peurs. On a du monde, voilà. En fait, on aurait besoin de personnes qui nous aident à appeler ces gens. Donc on a déjà des associations, j'ai parlé de Capesterre, on a une super association à Capesterre par exemple, mais il nous faudrait, c'est vrai, beaucoup plus de personnes pour pouvoir inciter, puisque un donneur, il donne, il a l'habitude de le faire. Voilà, vous allez faire vos courses, vous avez l'habitude d'aller faire vos courses. Vous n'allez pas dire à votre ami, j'ai fait mes courses aujourd'hui. C'est quelque chose de normal. Un donneur, il est aussi, en fait, dans cette attitude. Il est allé donner ce matin, il ne va pas forcément dire, j'ai donné. Alors qu'on aurait vraiment besoin de ça. Que lors d'une discussion, comme on dit, est-ce que tu es déjà allé à Lance Castalia, de dire... est-ce que tu as déjà été donné ton sang? Tu as déjà donné, pourquoi tu ne donnes pas? C'est important. Voilà. Donc j'aurais bien aimé que quand on a tous ces débats autour du vaccin, que ce soit la même chose pour le don du sang, qu'on ait des débats sur le don du sang. Mais pourquoi toi tu donnes pas? C'est important. Et en fait, à force de cela, je pense qu'on arriverait beaucoup plus facilement en fait à faire venir les gens. Donc c'est ce manque aussi de moyens humains dont on a besoin d'avoir des bénévoles, mais que les donneurs aussi fassent ce geste d'inciter les autres à venir donner. Stéphanie, donc oui, on a du monde, mais ce n'est pas suffisant. Non, voilà, ce n'est pas suffisant. Que devons-nous faire, ceux et celles qui nous regardent et qui sont intéressés, qui veulent se rapprocher de vous, de l'EFS, que faut-il faire? Alors pour nous aider, comme j'ai dit, se porter garant comme bénévole, par exemple, nous dire
Est-ce que je peux venir, je ne sais pas, je vais dire une bêtise. Déjà nous proposer des idées, par exemple, parce que moi en tant que responsable de communication, je suis preneuse de toutes les idées pour pouvoir inciter les gens à venir. Mais ils peuvent aussi nous proposer, j'ai vu que vous étiez à Colin aujourd'hui, est-ce que je peux venir sur le camion pour distribuer des flyers, pour inciter les gens à venir, participer réellement à la cause. Je parle aussi aux personnes qui ont des associations ou aux personnes qui font partie d'une entreprise. Voilà, je fais partie d'une entreprise où il y a tant de personnes, est-ce que ça vous intéresserait de venir ? D'où la convention qu'on a fait aussi avec l'UDE-MEDEF. L'UDE-MEDEF nous aide énormément aussi à pouvoir atteindre les entreprises, puisque c'est très compliqué pour certains donneurs de quitter leur travail, en fait, pour venir donner leur sang. Donc, on aimerait aussi avoir toutes ces personnes qui peuvent nous aider par-ci, par-là, et je parle aussi, je vais profiter du coup pour parler à tous les maires de Guadeloupe, puisque c'est vrai qu'on est confronté à une situation où on est une île. Donc à un moment donné, il nous manque des lieux de collecte. Donc le camion, effectivement, c'est bien, mais faire une collecte en salle, par exemple, ce serait beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé avoir des salles, des gymnases, je ne sais pas, n'importe où on pourrait organiser de grosses collectes pour pouvoir avoir beaucoup plus de poches. Parce que n'oubliez pas qu'il faut, en Guadeloupe, à minimum 50 poches par jour pour pouvoir atteindre l'autosuffisance. Donc si on a une salle beaucoup plus grande, surtout en période de Covid, où il faut respecter la distanciation de 2 mètres, ce serait vraiment magnifique. On va marquer une courte pause, on va revenir juste après avec le docteur justement pour savoir comment cela fonctionne. Est-ce que quand on est malade, on peut quand même donner son sang ? Je parle du virus, du virus Covid-19. Est-ce que quand on a eu le virus, est-ce qu'on peut donner son sang ? Dans combien de temps ? Est-ce que quand on est un cas contact, simplement, on peut donner son sang ? Est-ce que si on a pris le vaccin, on peut donner son sang ? Si oui, combien de temps après ? On va répondre à toutes ces interrogations juste après cette courte pause. Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission Santé 10, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Ce soir, nous parlons du don du sang dans cette situation de Covid, cette situation sanitaire un peu particulière, la 4e vague. Nous avons avec nous Stéphanie de Courtemanche de la Clémendière, qui est responsable de la communication de l'EFS, le docteur Mireille Bordenay, qui est médecin de prélèvement, et Erika Hennery, qui est donneuse de sang, mais qui est aussi professionnelle de santé. On disait tout à l'heure, plus précisément, dans la psychomotricité, c'est bien ça ? Orthophoniste, pardon. Voilà, orthophoniste. Et donc, on a énormément d'interrogations sur donner son sang en cette période particulière. Alors, docteur, est-ce qu'on peut donner son sang si on a eu le Covid? Alors moi je dis parce que je parle du virus. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup de mal à dire la Covid. Moi aussi je dis le Covid. Donc on peut donner son sang si on a eu le Covid, à condition bien sûr d'être guéri depuis au moins 14 jours. Donc 2 semaines après la guérison, on peut donner son sang. Vous demandez le test avant pour être sûr? Comment ça se passe? Non, on ne demande pas le test, on fait confiance aux donneurs. On sait que les donneurs sont des gens honnêtes et respectables et on leur fait confiance. Pour plein de choses, on leur fait confiance. On a pris le vaccin. Est-ce qu'on peut donner son sang? Si oui, dans combien de temps? Comment ça se passe? On peut donner son sang sans aucun délai. Il n'y a aucune contre-indication. La seule chose, c'est qu'on sait que sur la 2e dose des vaccins ARN, il peut y avoir plus d'effets secondaires que sur la première dose. Il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui ont de la fièvre. Donc si on prévoit de se vacciner et de donner son sang, c'est peut-être mieux de donner son sang avant de se faire vacciner. Mais il n'y a pas de contre-indication. D'accord. On est un cas contact. On peut quand même donner son sang ou on attend un nombre de jours ou qu'est-ce qu'on doit faire? Un cas contact, sauf erreur de ma part, il doit s'isoler. Donc il ne peut pas donner son sang. Donc il est dans la même situation que celui qui a eu le Covid
et qui doit attendre un nombre de jours. Oui, pas parce tout que à c'est fait, différent puisque quand même. le Covid, c'est 14 jours après la guérison, et l'isolement des cas contacts, c'est 11 jours, C'est 11. si je ne m'abuse. Ouais. Donc voilà, donc juste le nombre de jours Il s'isole de toute façon, donc il ne donne pas son sang quand il est isolé. isolé. Donc une fois sorti de cette période d'isolement, il peut donner son C'est sang ça. sans aucune condition, venir C'est donner ça. son sang tranquille. Tout à fait. Très bien. Et j'espère bien qu'ils s'isolent, les cas contacts. Vous avez un doute là-dessus? Le docteur Mireille Bordonnet a un doute sur ça. Et le sourire de Stéphanie en dit long. Je ne sais pas. Non, mais il est vrai que quand on a l'habitude de donner son sang, comme Erika, on se pose peut-être moins de questions. Vous êtes quand même renseignée, Erika, à savoir comment ça fonctionnait maintenant, quand vous avez pris la décision d'y retourner? Pas du tout. J'y suis allée vraiment naturellement. Je me suis dit, comme d'habitude, après je prendrai plus de précautions parce que la situation le veut. Mais non, je ne me suis pas posé de questions. J'y suis allée naturellement. Docteur, qu'est-ce qui change de votre côté, vous qui êtes médecin de prélèvement, hein, vous êtes dans le camion, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre fonctionnement par rapport à la situation actuelle? Alors, il y a beaucoup de petites choses qui ont changé. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, le questionnaire que remplit le donneur, il y avait un tas sur la table en bas du camion. Les donneurs se servaient. Maintenant, on essaye de limiter les polypapouillages, n'est-ce pas, pour pas échanger trop de microbes. Donc chaque donneur monte, on lui donne son questionnaire. Avant, quand le donneur avait rempli son questionnaire, il s'inscrivait, il attendait dans le camion. On a eu jusqu'à 6 voire 8 donneurs qui attendaient en même temps dans le camion. Ça, c'est hors de question. Le camion, c'est un tout petit espace. Donc en fait, c'est vraiment on suit la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a un donneur qui s'inscrit et un seul donneur qui s'inscrit. Après, il rentre chez le médecin. Le donneur suivant peut monter s'installer pour s'inscrire. Quand le donneur sort de chez le médecin, c'est vraiment, il n'y a qu'un donneur à la fois qui attend. Hein, pour limiter vraiment le nombre de personnes dans le camion, qui, je répète, est un petit espace. Bon, bien évidemment le masque. Et le masque, bien évidemment, on donne des masques pour ceux qui n'auraient pas de masques chirurgicaux, c'est pas un souci. On donne des stylos pour les gens qui n'ont pas de stylos. On ne prête plus de stylos. Avant, on prêtait les stylos. Maintenant, on les donne. Alors, on a fait une réserve de stylos monstrueuse. Il y en a plein de bureaux des dames de la com. Voilà, la collation, la collation, on sépare. Il y a à peu près 2 donneurs qui prennent la collation en même temps. On les sépare pour qu'ils ne soient pas face à face. Il y a on désinfecte énormément. Les infirmières désinfectent leur couchette entre chaque donneur. Enfin, on fait une friction des mains à chaque donneur, et puis le médecin fait une friction des mains à chaque donneur aussi. Ça fait jusqu'à 50 fois parfois dans la journée. Quand même, hein. Je vous signale que la solution hydroalcoolique est beaucoup moins agressive que les gels hydroalcooliques. On met un papier sous le tensiomètre. Enfin, on a plein de petits détails comme ça. Le déroulement, en gros, il n'a pas changé, sauf qu'il y a plein de petits détails à chaque fois pour vraiment essayer d'assurer au maximum la sécurité et des donneurs et de notre équipe. Et dans le fait aussi de limiter l'attente dans le camion, on demande aux gens de ne pas venir avec des accompagnants. Très bien, voilà. Très très bien, docteur. Ça s'est donc passé comme ça. Je comprends mieux tout à l'heure pourquoi Erika nous disait que ça se passe toujours de la même manière, sauf que ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de petites choses, comme disait le docteur, qu'on doit faire obligatoirement. Donc c'est pour cela que. Mais sinon, dans le déroulement, ça se passe de la même manière. Est-ce qu'on peut rappeler à ceux et celles qui ne connaissent pas, comment ça se passe quand on vient donner son sang? Alors, précisément, parce que c'est pas partout pareil, chez nous, on a d'abord le questionnaire à remplir. Dans d'autres sites, ça peut être après l'inscription, mais enfin, peu importe, on aura un questionnaire à remplir. Il y a le premier temps, en fait, qui est le temps de l'inscription administrative, pour laquelle il faut une pièce d'identité, parce qu'on a besoin d'avoir une identité précise.
Ensuite, il y a le temps de l'entretien pré-don, donc qui est totalement confidentiel, où on revient sur le questionnaire avec un professionnel de santé qui est soit un médecin, soit une infirmière, puisque maintenant les infirmières sont habilitées, certaines infirmières sont habilitées à réaliser l'entretien pré-don. Donc on va analyser en fait s'il y a des risques, soit pour le donneur, soit pour le receveur. Si on passe cette épreuve correctement, il y a ensuite la troisième étape qui est le prélèvement. Et puis après le prélèvement, on a une petite collation qui est à la fois, la collation, c'est un petit remerciement qui est modeste, hein, parce que c'est pas très facile dans les conditions d'hygiène de la restauration, parce qu'on a eu des soucis en plus une certaine année. Il faut vraiment avoir des conditions d'hygiène strictes, donc on peut difficilement avoir du frais, on peut difficilement avoir du chaud. On a une collation qui est quand même correcte. Avec des produits locaux, tout à fait. Très important. Oui. Et donc c'est en même temps la façon de remercier un petit peu le donneur, et puis aussi de garder un œil sur lui pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour s'assurer en fait que tout va bien après son don. Voilà. Puis après, on n'a plus qu'à revenir. Erika, ça c'est combien de temps quand vous savez que vous allez faire cette démarche de donner votre sang, vous savez que là je pars, c'est sûr que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est sûr que pendant 1 heure de temps, je ne suis pas dispo, pendant 2 heures de temps, c'est combien de temps ça dure, en gros, le temps de faire tout ce qu'il y a à faire et de donner son sang? J'aurais même pas dit, 45 minutes, mais vraiment pour être, 45 minutes. Alors 45 minutes, c'est pour les gens qui ont l'habitude et quand il n'y a pas trop de monde. Effectivement, 45 minutes, c'est... Autrement, en général, on indique au donneur 1 heure. Oui. Pour être tranquille. Sauf quand il y a grosse affluence, où là, ça peut prendre beaucoup plus de temps, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde en même temps. Stéphanie, est-ce que cette période de crise sanitaire, surtout cette 4e vague, est-ce que ça a changé quelque chose au nombre de donneurs? Est-ce que ça a diminué la présence des gens qui viennent donner leur sang? Est-ce qu'il y a eu un impact sur le don? Alors oui, ça a eu un impact. Ça a eu un impact, mais plutôt positif, non. Je dirais. Oui. Sérieusement? C'est-à-dire que pendant le confinement, on a fait des chiffres que je crois qu'on avait pratiquement jamais... sur certaines collectes, on n'a jamais fait. Jamais fait. Parce qu'en fait, du coup, alors il faut savoir qu'on fait partie du motif impérieux, donc aide aux personnes vulnérables. Donc, je vais peut-être répondre à certaines questions. Malgré le confinement, malgré les 5 km, vous pouvez quand même venir donner votre sang. D'accord. Juste en cochant sur la petite feuille là, du gouvernement, aide aux personnes vulnérables, et vous pouvez donner votre sang. Et du coup, je ne sais pas si les gens ont pris ceci comme prétexte pour pouvoir se déplacer. En tout cas, nous, on était très contents de cela. C'est vrai que... Alors, moi, je suis venue donner une fois, je ne travaillais pas, je suis venue donner une fois, et donc j'étais vraiment juste donneuse. Il y avait vraiment des gens en bas qui attendaient, je n'avais jamais vu ça. Et ça, c'était pendant le premier confinement. Oui, c'était pendant le premier confinement. Mais même après, c'est-à-dire que là, si je prends juste la période des grandes vacances, c'est souvent une période très compliquée pour nous. Et malgré cela, on a quand même fait de bons chiffres. Ça reste encore... On a eu beaucoup de vacanciers. Un peu bas, mais oui, ça reste beaucoup de vacanciers, des Guadeloupéens en vacances ici, qui ne savaient pas grand-chose à faire. Alors c'est peut-être ça mais c'est vrai, aussi, non, sérieusement. Non, c'est vrai. On ne peut pas aller à la plage, s'ils n'avaient pas été confinés, ils seraient allés à la plage. Ils ne pouvaient pas aller à la plage. Et on a vraiment... Moi, j'ai été étonnée du nombre de vacanciers qu'on avait. D'habitude, on n'en a pas tant. C'est peut-être ça, c'est peut-être la disponibilité aussi. Alors, c'est la disponibilité, parce que bon, souvent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on s'est rapproché, par exemple, des entreprises, d'un organisme comme l'UDM-MEDEF pour pouvoir atteindre certaines grandes entreprises, car c'est compliqué. Certaines collectes, on fait entre 8h et 13h, 8h et 15h30, et c'est compliqué pour les employés de venir donner leur sang. Donc, c'est pour cela qu'on s'est dit, ils ne peuvent pas venir à nous, on va vers eux. Mais la disponibilité, effectivement, reste quelque chose
c'est un facteur, et c'est vrai que pendant le confinement, heureusement, les gens se sont dit, autant sauver des vies, on n'a rien à faire On d'autre. n'a rien à faire d'autre, donc on peut toujours aller donner notre sang. Erika, est-ce que vous faites partie des personnes qui en parlent? Est-ce que vous en parlez autour de vous? Est-ce que vous incitez la famille, les proches à aller donner leur sang? Ah oui, je suis particulièrement engagée sur les réseaux sociaux et j'en parle en fait. La dernière fois que j'y suis allée aussi, j'ai incité les gens qui peuvent le faire à le faire. Je sais qu'une fois quand j'y étais allée, j'étais anémiée. Enfin en tout cas, on n'a pas pu prendre une poche conséquente parce que j'avais une carence en fer. Mais voilà, enfin on prend, je crois que l'infirmier peut prendre, peut voir en fait si on est anémié ou pas. Et comme ça, de cette façon-là, on vous met pas en danger en fait. Quand vous discutez autour de vous avec des personnes à qui vous demandez d'aller éventuellement donner leur sang, c'est quoi les appréhensions? Ils appréhendent quoi finalement? Alors, il y a plusieurs appréhensions. Alors, la peur de la piqûre. D'accord. Et moi aussi, je l'ai. Mais pourtant... Mais elle donne quand même. Voilà. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui... Ouais. J'ai peur de la piqûre. Alors, j'en suis au point où je donne mon bras. Je fais vraiment confiance à l'infirmière et je ne regarde pas. Parce que sinon, je bougerai. Enfin, voilà. Donc, là, il y a la peur de la piqûre. Il y a... J'ai eu des messages de personnes qui me disaient j'ose pas, enfin qui hésitaient, qui ne savaient pas vraiment, le manque de temps, bon voilà. Mais oui, souvent c'est la peur de l'aiguille en fait, de la piqûre. Alors, les donneurs nous parlent beaucoup de manque de temps. Ouais. Parce que moi je blague un peu quand je vois quelqu'un qui n'est pas venu depuis longtemps. Je dis oh là là, mais comment? Vous n'êtes pas venu depuis 2010? Donc vous attendez, puis nous avez manqué. Enfin bon, je blague un petit peu. Et très souvent, les gens me disent ah mais j'ai pas eu le temps. Ouais. Et moi je leur réponds c'est pas vrai, c'est pas que vous n'avez pas eu le temps, c'est que vous ne l'avez pas pris. Parce que je pense que tous les gens qui sont en état de donner, parce que tout le monde n'est pas en état de donner, il suffirait qu'ils prennent 2 fois par an le temps de prendre le temps. Pas se dire j'irai peut-être la semaine prochaine et puis de semaine en semaine on reporte d'année en année. Et en Guadeloupe on a peu de gens qui donnent ne serait-ce qu'une fois par an. 75% des donneurs donnent moins d'une fois par an. 2 fois par an, prendre le temps de donner. C'est pas grand-chose. Mais il faut prendre le temps. Parce que sinon, on ne l'aura jamais. Et Stéphanie a tendance à rajouter quelque chose qui, selon moi, fait un petit peu plus réfléchir. C'est qu'en prenant ce petit temps, on sauve 3 vies. 3 vies. 3 vies, voilà. On sauve 3 vies. J'aime bien dire aussi que les malades n'ont pas de vacances. Ouais. J'aime bien dire tout ça. Non, parce que c'est vrai. Il faut se rendre compte. Donc, Erika l'a dit, c'est une solution. Moi, je le fais aussi. Je donne mon bras, je ne regarde pas, je parle avec les collègues, je blague, je fais autre chose. Et ça passe tout seul. Il faut savoir que le prélèvement, ça dépend des gens, mais dure entre 10 et 15 minutes à tout casser. Et avec cela, on fait 3 poches, donc 3 produits sanguins, comme le docteur Bourdonnais l'a expliqué. Après, on peut créer des plaquettes. Enfin, il faut juste se mettre dans sa tête que pendant 1 heure, on peut sauver 3 vies et que demain, ça peut être vous aussi. Le sang n'est pas substituable. On a besoin de nous. Voilà, il faut que les Guadeloupéens aident les Guadeloupéens. C'est vraiment ce que j'ai besoin de faire passer comme message. Et puis pour revenir sur la peur de la piqûre, j'entends bien Erika qui est... Moi aussi, j'aime pas ça. On n'a pas tous la même sensibilité. Il y a des gens qui disent « moi, ça me fait rien ». Moi, j'avoue que ça me fait pas rien. Effectivement, on peut... Alors, c'est variable. Il y a des gens qui ne sentent pas grand-chose. On peut avoir une douleur très vive. Mais cette douleur, d'abord, ça dure une fraction de seconde. Oui. Une demi-seconde. Non, vraiment. Une fraction de seconde, c'est vraiment surmontable. Et c'est tellement peu de choses par rapport au cadeau de vie qu'on fait aux malades. C'est ça. C'est rien du tout. On a bien compris que ça ne fait pas mal, qu'il faut aller donner son sang. Oui. Mais 30 secondes, même pas 30 secondes. Ah non, même pas. Une demi-seconde.
une demi-seconde. Ouais. Donc, souffrir une demi-seconde et sauver 3 vies, je sais pas, il n'y a pas photo. Hein. On souffre pour moins important que ça, je dirais. Vous parlez des tatouages et des piercings. C'est ça. Par exemple. Par exemple. Alors, Stéphanie, aujourd'hui, j'ai vu qu'on peut prendre rendez-vous via une application. Oui. Mais c'est récent, ça, dis donc. Alors, ça a mis du temps quand même à arriver et tout, mais oui, le FS se modernise. Waouh. Donc maintenant, effectivement, alors pour ceux qui savent, on faisait une petite carte pour les donneurs où il y avait leur groupe sanguin, les rendez-vous, etc. Maintenant, vous avez tout sur l'application qu'on peut télécharger via Android ou Apple. Et en fait, dans cette application, vous pouvez voir où se trouve le camion, parce que c'est géolocalisé. Voir où est la maison du don, les horaires des collectes, votre carte de donneur, la dernière fois que vous avez donné, si vous êtes à nouveau éligible pour le don, et aussi prendre rendez-vous. Donc voilà, il y a une plage horaire. Donc effectivement, si vous savez que vous voulez donner, que vous n'avez jamais le temps, par exemple, vous n'avez jamais le temps, mais que là, ok, c'est bon, j'y vais, mais je peux mardi entre 10h et 11h, vous prenez votre rendez-vous à 10h, vous venez à l'établissement français avec le protocole que le docteur Bordonnet et Eric ont expliqué s'ensuit. Et c'est très facile. Et après, sur l'application, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, j'incite vraiment tous les donneurs et les nouveaux donneurs aussi, ceux qui voudraient donner, à télécharger l'application parce que vous avez aussi un test d'éligibilité. Vous avez tout un tas d'informations aussi qui vous expliquent ce qu'est le don du sang. Et voilà, c'est facile, c'est sur votre téléphone, donc vous avez la possibilité de consulter cela très facilement. Et bien voilà, tout simplement, on arrive déjà à la fin de notre émission. On va faire un petit tour rapidement, si vous aviez un dernier petit mot à dire aux téléspectateurs. On va commencer avec Erika. Oui. le oui était spontané. Ah oui. Eh bien, j'étais contente d'être ici et j'espère que ça aura donné à certaines personnes envie de donner leur sang parce que c'est important et voilà, ça peut arriver en fait, ça peut arriver à n'importe qui. On a parlé des drépanocytaires, des accidents de la route, ça arrive à tout le monde, une femme enceinte qui fait une hémorragie, même des accidents quotidiens en fait, des accidents domestiques, donc en fait ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça aura donné envie à d'autres personnes de donner leur sang aussi. Merci beaucoup d'être venue, Erika. Et puis, on va peut-être vous retrouver un jour dans cette émission Santé 10 en tant qu'orthophoniste, pourquoi pas, pour que nous puissions discuter du métier et puis discuter de certaines pathologies que vous soignez. Avec plaisir. Docteur Mireille Bordonnet. Écoutez, j'étais ravie d'être avec vous. On a passé un bon moment. J'espère que beaucoup de téléspectateurs nous auront regardé, entendu, et surtout qu'on aura pu en convaincre quelques-uns à rejoindre la troupe des donneurs. Et surtout, je voudrais aussi insister sur le fait justement qu'on n'a pas assez de donneurs réguliers en Guadeloupe. Je pense que si on prend nos fichiers, on a un gros fichier de donneurs. Malheureusement, on a des donneurs qui sont occasionnels. Il y en a encore un l'autre jour qui me disait « Oh ben moi, de toute façon, quand je vois le camion, je viens donner mon sang. » Alors, s'il voit le camion tous les 3 ans, il va donner tous les 3 ans. Non, mais c'est vrai, on aurait vraiment besoin en Guadeloupe que les donneurs prennent cette habitude, en fait, que ça ne soit pas occasionnel, que ça soit une habitude. Moi, je viens d'une région... je viens de PACA, mais d'une région rurale de PACA. Et les régions rurales dans l'Hexagone, on a vraiment des donneurs qui viennent tout le temps, quoi. Ils viennent 3 fois, 4 fois, 5 fois par an. Là, on a peu de donneurs qui viennent ne serait-ce que plus qu'une fois par an. Donc, Guadeloupéens, prenez cette habitude. Stéphanie ? Je vais rebondir. L'objectif, c'est l'autosuffisance. Voilà, on parle beaucoup de pays Guadeloupe. Donc j'aimerais juste que les Guadeloupéens montrent ça, qu'on est un pays, qu'on est un peuple solidaire. Et ça passe aussi par le don du sang pour sauver son confrère, en fait, du coup, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite sur notre page Facebook
pour pouvoir voir le planning des collectes mobiles. Et vous pouvez également nous poser des questions sur notre page Facebook. S'il y a des choses qui n'ont pas été dites ce soir, vous avez la possibilité de le faire ou de nous appeler. Mais s'il vous plaît, venez. Les malades ont vraiment besoin de vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, docteur. Merci, Erika. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Il est déjà 21h. Merci à Kevin qui a réalisé ce soir cette émission. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre thématique. Même lait, même télé, Zoja Connect.